Nous faisons tous cette expérience. Quelqu'un obtient enfin ce qu'il semblait vouloir depuis longtemps. Une relation, un travail, une reconnaissance, un objet désiré. Et pourtant, le désir continue ailleurs. Une nouvelle insatisfaction apparaît. Une autre question surgit. Quelque chose recommence à manquer. Il faut quelque chose d'autre. Comme si le désir ne se laissait jamais satisfaire complètement. Comme si quelque chose dans le désir restait toujours en décalage avec ce que nous croyons vouloir. Et si toutes ces observations nous conduisaient finalement vers une même question? Et s'il existait au fond du désir humain quelque chose qui reste insaisissable? Comme si nous ne pouvions jamais avoir de certitude définitive sur ce que le désir recherche réellement, ni sur ce qui pourrait enfin le combler. Une part qui échappe. Une énigme. Et lorsque cette énigme apparaît dans la relation, quelque chose peut devenir profondément déstabilisant. Peut-être parce qu'au moment même où nous cessons d'avoir des certitudes sur ce que pense l'autre, nous nous retrouvons confrontés à quelque chose de plus réel. À cette part insaisissable du désir. Une part présente chez l'autre, mais aussi chez nous-mêmes. Alors certaines questions surgissent. Que suis-je pour lui? Que veut-il réellement? Et ce n'est peut-être pas seulement l'absence de réponse qui provoque l'angoisse, mais le fait d'être soudain exposé à cette énigme du désir que rien ne semble pouvoir refermer complètement. C'est peut-être pour cela qu'un silence, une distance ou un changement presque imperceptible dans le regard de l'autre peuvent parfois provoquer autant d'angoisse. Alors nous cherchons souvent à retrouver une certitude sur notre place dans le désir de l'autre. Et pourtant, cette certitude semble impossible. Même dans les relations les plus proches, quelque chose échappe toujours. L'autre ne se laisse jamais totalement réduire à ce que nous pensons de lui. L'autre peut nous dire qu'il nous aime, mais cela ne suffit jamais complètement à nous rassurer. Comme si aucune preuve ne pouvait fermer définitivement la question. Nous cherchons parfois à supprimer cette incertitude. Nous voulons des garanties, des preuves, des réponses définitives. Et pourtant, même lorsque nous obtenons des réponses, quelque chose reste souvent inquiet. Il semble exister en chacun de nous un conflit. Deux tendances différentes qui paraissent s'opposer. Une tendance qui cherche à fixer, à sécuriser, à réduire l'incertitude. Et une autre qui semble chercher autre chose qu'une simple certitude. Quelque chose de plus incertain et qui pousse le désir à rester en mouvement. La première tendance cherche surtout à réduire l'incertitude. Être rassuré, posséder, contrôler, s'assurer que l'autre restera là,
qu'il pensera ce qu'il faut, qu'il désirera ce qu'il faut. À ce moment-là, l'autre risque progressivement de devenir une fonction psychique. Quelqu'un qui doit rassurer, compléter, confirmer notre valeur ou empêcher le vide intérieur. Et nous pouvons tous observer cela dans la vie quotidienne, quand quelqu'un devient jaloux au point de vouloir tout vérifier, quand une personne a besoin de preuves permanentes d'amour, quand quelqu'un ne supporte plus que l'autre ait un espace intérieur à lui, quand un couple commence à fonctionner davantage sur le contrôle que sur la rencontre. Car ce qui détruit souvent la relation, ce n'est pas le désir. C'est plutôt ce qui cherche à le fixer, à le capturer, à le transformer en certitude absolue. Mais il existe aussi un autre mouvement. Quelque chose de plus difficile à saisir. Un désir qui ne cherche pas seulement à obtenir un objet ou une garantie. Comme si quelque chose en nous résistait justement à donner une réponse définitive. Car ce qui est en jeu dans une relation n'est pas seulement le contenu du désir. Ce n'est pas uniquement ce que l'autre désire ou ce qu'il nous donne. C'est aussi le fait qu'il y ait encore du désir, du mouvement, une vie subjective. Nous pouvons tous sentir la différence. Parfois quelqu'un fait exactement ce qu'il faut, mais quelque chose semble absent. Et parfois, une personne dit très peu, fait très peu, mais nous sentons qu'elle est là. Comme si ce qui nous touchait vraiment n'était pas seulement la satisfaction obtenue, mais la présence d'un désir chez l'autre. Alors peut-être que le véritable enjeu n'est pas de ne plus rien attendre des autres, car nous avons tous besoin des autres. Nous avons besoin d'amour, de reconnaissance, de présence. Le problème n'est pas l'attente. Le problème apparaît lorsque l'autre doit devenir une réponse définitive, une garantie permanente sur ce que nous sommes. Comme si l'autre devait enfin venir fixer une fois pour toutes notre valeur, notre place, notre image, et refermer définitivement l'incertitude. Mais aucun être humain ne peut réellement remplir cette fonction. Et souvent, une partie de nous le sait déjà. C'est pour cela qu'il existe une tension intérieure. Une partie de nous veut supprimer le manque immédiatement. Et une autre semble chercher quelque chose de plus réel, mais aussi de plus incertain. Quelque chose qui accepte qu'une part de l'autre reste toujours imprévisible. Car si l'autre devenait totalement prévisible, totalement réduit à ce qu'on pense de lui, il ne serait plus vraiment un autre. Il deviendrait un objet. Et c'est précisément dans cette faille, dans cette impossibilité d'obtenir une réponse définitive sur ce que nous sommes pour l'autre, qu'une autre manière de rencontrer l'autre peut commencer à émerger. Peut-être que c'est précisément à ce moment qu'un autre chemin devient possible. Nous passons du désir de reconnaissance à la reconnaissance du désir lui-même. Autrement dit, nous ne cherchons plus seulement à être rassurés sur notre valeur. Nous commençons aussi à reconnaître qu'il existe chez l'autre un désir. Une vie subjective qui ne tourne pas entièrement autour de nous. Et paradoxalement, c'est peut-être cela qui rend une véritable rencontre possible.
Parce qu'une relation ne se construit pas entre deux objets parfaitement sécurisés. Elle se construit entre deux êtres qui laissent exister chez l'autre une part qui leur échappe. Découvrir progressivement que cette part d'insaisissable chez l'autre n'est pas seulement une limite à supporter, mais aussi ce qui rend la rencontre possible. En laissant exister cette énigme, chez l'autre comme chez soi, la relation peut réellement se déployer. Et lorsque cette ouverture devient possible, quelque chose change dans notre manière d'être en relation. La tension, la surprise, la curiosité, le désir, la présence. Nous ne sommes plus seulement en train de défendre une image ou de chercher une garantie. Nous rencontrons réellement l'autre. Ce qui nous relie n'est pas une identité fixe, mais justement cette impossibilité de nous réduire totalement à une image. Ce qui fait communauté, c'est peut-être cette part d'insaisissable que nous partageons tous. Et cela change aussi notre rapport au monde. Quand tout doit être immédiatement sécurisé, immédiatement maîtrisé, immédiatement expliqué, nous cessons souvent d'être présents. Nous remplaçons l'expérience vivante par des conclusions. Mais lorsque nous devenons capables de supporter davantage l'incertitude, notre manière d'être au monde change. Un rapport plus ouvert aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Peut-être que la présence commence là. Non pas dans la disparition du manque ou de l'incertitude, mais dans notre capacité à nous ouvrir à l'énigme du désir. Dans la précédente vidéo, nous avons vu qu'une vraie question ne servait pas seulement à obtenir une réponse. Elle révélait aussi une demande de présence, une demande d'amour. Et cette demande nous confronte alors à quelque chose d'insaisissable. L'énigme du désir. Dans la vidéo sur la pensée et la présence, nous avons montré que lorsque nous restons face à ce que nous ne savons pas, quelque chose continue. Les pensées s'enchaînent, des mots apparaissent, des associations se forment, comme si quelque chose pensait en nous au-delà de notre contrôle, comme si nous ne décidions pas entièrement de ce qui se pense en nous. Et si ce mouvement n'était pas aléatoire? Et s'il suivait une certaine logique? La psychanalyse appelle ce mouvement la chaîne signifiante. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'idée selon laquelle cette chaîne signifiante serait une parole qui s'articule en nous sans que nous le sachions. Une parole inconsciente qui pose une question. Encore et encore. Pour celles et ceux qui préfèrent lire, qui souhaitent un support écrit pour prolonger cette réflexion, ou qui veulent simplement soutenir la chaîne et son état d'esprit, une version écrite de la vidéo est disponible au téléchargement. Le lien se trouve dans la description. Si ces questions vous parlent, vous pouvez vous abonner pour suivre la suite de la série, revisiter les vidéos déjà publiées et continuer à poser les questions qui ouvrent des brèches dans les certitudes. Il suffit de cliquer sur le logo de la chaîne qui vient d'apparaître sur l'écran ou sur le bouton s'abonner. A bientôt et surtout n'oubliez pas, posez la question et ne vous laissez pas enfermer par les réponses.